L'invité des Échos ce matin est le président du groupe immobilier Ogic. Bonjour Emmanuel Logno. Bonjour. Quand on voit le contexte économique actuel, c'est-à-dire des faibles taux d'intérêt d'un côté, le prêt à taux zéro de l'autre et également la loi Pinel, qu'est-ce qu'on attend lorsqu'on est à la tête d'un groupe de promotion immobilier comme le vôtre, des candidats à l'élection présidentielle de 2017 ? Alors c'est vrai que les dispositifs qui sont en place ont favorisé le développement des opérations de promotion de logements en France. Ils ont été bien aidés par cela, par les taux d'intérêt qui sont extrêmement compétitifs en ce moment, qui sont d'ailleurs en train de remonter légèrement. Maintenant, certains problèmes ne sont pas réglés et doivent permettre de continuer à dynamiser le secteur. Je pense en particulier à la libération du foncier en zone urbaine tendue, aux problèmes liés au recours sur les permis de construire. Et puis vous avez parlé des dispositifs fiscaux, de la loi Pinel, du prêt à taux zéro. Il faut savoir que ces dispositifs sont remis en cause par chaque gouvernement. Il faudrait réussir à donner un peu plus de lisibilité, à sanctuariser ces dispositifs fiscaux pour rassurer en particulier les investisseurs, mais aussi les accédants à la propriété. Et vu que vous disiez donc justement que ces dispositifs fiscaux, en particulier ceux qu'on vient de citer, ont quelque peu porté leurs fruits, est-ce que vous appelez les prochains candidats à l'élection présidentielle justement à les maintenir tout simplement, ces dispositifs-là ? En tout cas, ces deux dispositifs, que ce soit le dispositif Pinel ou le prêt à taux zéro, ont montré leur efficacité. Donc effectivement, ce serait, moi je trouve, de bon ton de les maintenir pour continuer à poursuivre cette dynamique dans laquelle est engagé le secteur. Sur le bilan de François Hollande, d'un point de vue immobilier, aujourd'hui, quelle conclusion on peut tirer à 5 mois de la fin de sa présidence ? Écoutez, moi je pense qu'il y a eu deux temps. Il y a eu un premier temps avec le gouvernement Ayrault et puis ensuite le gouvernement Valls. C'est vrai que la loi Allure, dans laquelle s'est engagée Madame Duflot, a été synonyme pour nous, dans notre secteur, d'un arrêt, on ne va pas dire brutal, mais enfin, en tout cas, d'un ralentissement fort de notre activité. Et puis, le deuxième temps, avec Madame Pinel, le marché est reparti et les dispositifs étaient beaucoup plus adaptés. Je pense notamment à la possibilité pour les investisseurs de louer aux ascendants, descendants, aux parents ou aux enfants, ce qui avait été retiré du premier dispositif de Madame Duflot. Cela dit, dans la loi Allure, il y a aussi des sujets qui ont été traités et pas si mal traités. Tout à l'heure, j'ai parlé des recours. On a commencé à s'y intéresser avec la loi Allure. Vous voulez que ça aille plus vite, en fait, dans ces histoires de recours, tout simplement, pour gagner du temps. Exactement. Il faudrait qu'il y ait un vrai engagement sur la durée des procédures. Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on sortira de ce sujet-là des recours. Aujourd'hui, combien de permis de construire font l'objet de recours aujourd'hui ? Chez Ogic, on a, cette année, on a eu près de 70% de nos permis de construire qui ont été attaqués. C'est absolument anormal. C'est-à-dire que vous savez par avance que dans la majorité des cas, quand vous vous lancez dans un projet, va y avoir un recours, en fait, c'est ça ? Aujourd'hui, c'est le cas. C'est le cas. Alors, autre sujet, à part l'élection présidentielle, vous vous êtes lancé à Lyon dans la construction d'un logement, d'un immeuble qui est dit réversible. Alors, je le dis simplement avec mes mots à moi, ça veut dire qu'il peut servir à un usage, par exemple professionnel, et puis être converti en logement pour particulier. Voilà, ça change finalement donc selon les usages avec le même immeuble, sauf que bien entendu, il y a des normes différentes selon les usages. Aujourd'hui, comment on fait pour jongler justement d'une norme à l'autre, d'un usage à l'autre avec un même immeuble? C'est faisable ou il y a encore aujourd'hui des incertitudes? Alors d'abord, on est à une période quand même qui est absolument
remarquable parce que nos entreprises, notre société est traversée par deux vagues. Pour moi, ce sont deux réels raz-de-marée que sont le numérique et le développement durable. Ces deux vagues, elles viennent modifier de façon très importante, ces deux révolutions, j'ai envie de dire, elles viennent modifier de façon très importante le comportement des gens, leur façon d'habiter et leur façon de travailler. Il faut que les immeubles puissent s'adapter rapidement à ces nouveaux usages. On parle de coworking, on parle de co-living. Donc chez Ogic, on est en train de travailler effectivement sur plusieurs projets de réversibilité et même d'immeubles agnostiques, sans connaissance, c'est-à-dire des immeubles dont on ne sait pas, une fois construits, à quel usage ils vont servir. On ne sait pas. En fait, ils vont pouvoir servir à tous les usages. C'est ça le but. Mais comment on fait justement, sachant qu'il y a des normes différentes selon les usages? C'est-à-dire qu'on travaille suffisamment en amont pour avoir, par exemple, des plateaux qui sont des espaces qui sont non cloisonnés, qui permettent beaucoup de souplesse au niveau du cloisonnement, des gaines qui permettent verticalement d'accueillir ces différents usages. Voilà, il y a un travail d'ingénierie amont, et en particulier dans cet immeuble que vous citiez à Lyon. C'est un immeuble qui est en bois. Je précise d'ailleurs qu'il est en bois en encourageant la filière française. Il est mix bois-béton, pour être tout à fait précis, c'est-à-dire qu'il a une structure bois et des planchers béton. Mais c'est du bois français, c'est la filière française qui sera encouragée dans le cadre de ce projet. Et du coup, vous adaptez votre offre aux évolutions du marché avant même de savoir quelle sera finalement l'évolution avec ces immeubles réversibles. Mais est-ce que, en termes de coûts, ce sont des coûts qui se superposent, ou est-ce que on peut faire des immeubles qui sont réversibles dans des ordres de tarifs à peu près similaires qu'à des immeubles ordinaires? Aujourd'hui, c'est un peu plus cher, mais il faut vous dire aussi qu'un des bénéfices de ces immeubles, c'est qu'on allonge leur durée de vie. C'est-à-dire que finalement, ces immeubles qui vont pouvoir être réemployés en fonction de l'évolution des usages, enfin des comportements des gens et du marché, finalement, on va allonger sa durée de vie. Donc c'est extrêmement aussi positif dans la durée pour la valorisation de cet immeuble. Donc un peu plus cher au début, mais finalement on peut l'amortir plus longtemps. Dernier sujet, vous avez commencé à en parler brièvement, c'était le numérique. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'innovations, beaucoup de start-up qui se lancent notamment dans l'immobilier. Comment distinguer la vraie innovation en matière de numérique et d'immobilier de ce qui est un peu plus accessoire aujourd'hui? Écoutez, chez Ogic, nous avons travaillé très tôt sur les sujets de domotique, sur la numérisation finalement des immeubles. Sur ces sujets, nous avons un immeuble, par exemple, au Batignolles, qui est extrêmement intéressant parce que nous avons été les premiers à se servir de ce numérique pour pouvoir réaliser des salles de partage, comme par exemple une chambre d'hôte, comme par exemple une terrasse partagée, comme par exemple une buanderie, une conciergerie, et tout ça géré par un système informatique, une copropriété, une e-copropriété qui permet de réserver ces salles, qui permet de les gérer au quotidien. Donc effectivement, gérer les usages. Exactement. Avec le numérique. Merci Emmanuel Logno, je rappelle, président de Ogic.